et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Voici une série spéciale en partenariat exclusif avec One-to-One Retail e-commerce Monaco, le rendez-vous incontournable de tous les acteurs du marché. L'objet de ce hors-série s'inscrit dans les circonstances bien particulières du Covid-19. L'idée est de donner la parole aux retailers et aux fournisseurs de solutions pour les interroger sur l'impact business du coronavirus, ses conséquences en matière d'exécution des opérations et enfin ce que cette crise va probablement changer structurellement pour eux. 3 courtes questions qui sont répondues par téléphone, confinement oblige, pour un témoignage de 10 minutes environ. Donc veuillez excuser la moins bonne qualité sonore de cette interview. Bonne écoute à tous, toujours sans coupure. Bonjour, aujourd'hui nous recevons dans ce hors-série Jérémy Dalloy, CEO et fondateur de Reach5, une solution qui permet la gestion des identités et les accès clients. Alors bonjour Jérémy, la première question naturellement elle porte au sujet de Reach5. Quels sont les impacts et les conséquences de la crise actuelle pour vous ? Alors, bonjour Cyril, merci de m'accorder ce temps pour cette interview. Avant de répondre à cette question sur nos impacts, il faut juste essayer de trouver des repères en fait, parce que les repères, et c'est toujours ce que je dis à l'ensemble de mes équipes dirigeantes, c'est que les repères sont essentiels dans cette crise, parce qu'ils nous permettent effectivement de nous appuyer et de nous comparer. La problématique de cette crise, in fine, c'est que nous, par rapport à notre vécu et par rapport à nos différentes générations, on n'a pas connu une telle crise. Juste un petit retour en arrière sur les 2 dernières crises. En 2001, l'éclatement de la bulle Internet, c'était intéressant parce que les premiers signaux ont été visibles dès mars en fait, 2000, en fait, et c'est, in fine, c'est le 11 septembre 2001 qui a définitivement amené une prise de conscience et que la crise est arrivée. Une crise qui pour autant n'a pas complètement bloqué l'économie. Quand je dis bloquer l'économie, c'est confiner des populations. Ça, c'est extrêmement historique, hein. En tout cas dans notre vécu à nous, dans mon vécu d'entrepreneur. La deuxième crise, donc, c'est celle des subprimes en 2008. Idem, hein, le premier j'ai envie de dire, le premier élément de cette crise, c'était la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008, qui alors qu'il y avait déjà des mauvais signaux sur le marché depuis un an, et qui a ensuite amené un effet domino sur la crise. Donc il faut prendre des repères par rapport à ceci sur le temps de redémarrage d'une crise. Actuellement, le confinement contribue à changer d'état d'esprit radicalement. Mais je pense qu'on n'est qu'au début de la crise, puisqu'on arrive sur des fonds de problèmes structurels en fait visibles depuis longtemps. Hein. Je pense qu'on peut citer la quasi-faillite de WeWork, hein, ça a été peu. Alors attends, avant qu'on revienne sur des sujets plus macro qui sont passionnants, et en fait tu as raison de préciser que c'est toujours bon de regarder ce qui s'est passé avant, de comprendre un peu les ressorts et puis comment on a rebondi. Mais pour Reach5, c'est quoi l'impact ? En fait, l'impact, juste là-dessus, je prends mes repères avec mes équipes et je me dis qu'est-ce qui a changé, comment les entreprises se sont adaptées à ces périodes précises, quelles ont été leurs actions, qu'est-ce qu'elles ont mis en place et comment elles l'ont subi. Nous, l'impact, il est assez fort parce qu'on est quelque part coupé de nos clients. Et ça, c'est ce qui n'était pas arrivé, hein. À l'époque des crises précédentes, on n'était pas autant coupé de nos clients. Nos clients qui sont soit en confinement ou en chômage partiel, une majorité de nos clients est en chômage partiel, donc non contactable. Donc, c'est-à-dire qu'on a une perte de contactabilité assez importante avec nos clients, ce qui est un vrai problème pour continuer les relations, pour continuer la communication. Après, il y a des clients avec lesquels on continue à avancer, mais globalement, ce qu'on voit sur certains clients, c'est que les projets sont à l'arrêt. À l'arrêt parce que, en fait, on n'a pas de sortie de crise réelle. C'est-à-dire qu'on se pose encore la question, hein. Hier, le président de la République a annoncé effectivement un déconfinement progressif à partir du 11 mai, ce qui reste un objectif et je crois même pas une complète certitude, je l'espère en tout cas, parce qu'il faut qu'on sorte absolument de cette crise rapidement. Mais elle fait du mal, même si nous sommes un acteur technologique
dans le digital, où le digital aujourd'hui est la seule chose qui continue à avancer, en fait, le seul business qui avance, et encore, le digital, je pense que tu as des entreprises, la majorité des entreprises ont coupé tout leur budget publicitaire de SEO, SOA, etc. Ouais, je te confirme ça, c'est bien ce qu'on entend dire à droite à gauche. Donc vous dites globalement, il y a une difficulté à maintenir en fait la relation client, même si les sujets sont postponés. Finalement, la volonté de maintenir le contact, même si c'est pas un contact commercial, mais un contact finalement peut-être humain ou à réinventer, il est difficile du fait de l'indisponibilité des personnes. C'est ça. C'est ça qui est exceptionnel dans cette crise, pardon, c'est qu'effectivement, c'est l'indisponibilité de nos contacts habituels, de nos interlocuteurs, qui sont pour certains en chômage partiel à 100%, quoi. Et alors justement, tu parles de tes clients, je comprends bien l'impact, donc pour vous, vous êtes finalement un peu menotté, ne pouvant qu'attendre, même si vous essayez de vous préparer au mieux en comprenant, en analysant la situation, en essayant d'anticiper. Côté marché, justement, comment finalement tes clients réagissent? Tu as commencé à y répondre un petit peu, hein, en étant attentiste ou en reportant, mais finalement, tu peux nous repréciser ta proposition de valeur et puis comment vous l'avez adaptée, parce que derrière tout ça, il y a quand même des enjeux forts de protection des données dans le contexte actuel. Alors, c'est là où je disais, entre les lignes tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas tous égaux en termes d'entreprise, en termes de business. On a la chance d'être effectivement, dans le domaine de l'innovation sur un marché qui s'appelle la gestion des identités, dans lequel effectivement on va avoir la partie privacy. La gestion des identités, c'est extrêmement clé puisqu'aujourd'hui les magasins sont fermés. En tout cas, la plupart des magasins sont fermés, sauf la GSA qui est restée ouverte pour les besoins primaires, hein, la nécessité, les besoins de nécessité. Néanmoins, aujourd'hui, est-ce qu'elles ont toujours autant de business dans le physique? Pas toutes les enseignes. Certaines enseignes, par contre, ont vu leur drive booster énormément. Et plus que leur drive, c'est la livraison à domicile, etc. Il y a des effets boosters qui sont exponentiels. Pour rappel, il y a certaines entreprises qui ont vu d'ailleurs les premiers jours leur plateforme complètement tomber. Donc on a un sujet de scalabilité qui est très fort. La gestion d'identité, c'est important puisque c'est le premier contact entre un consommateur et une entreprise. C'est l'authentification dans le parcours client. Effectivement, pour pouvoir commander, j'ai besoin soit de me connecter si je suis déjà client, donc d'être reconnu le plus rapidement possible, soit de me créer un compte, ce qui peut être long et ce qui peut être ennuyeux. Ensuite, est-ce que la mécanique est la bonne? C'est les choses auxquelles on répond. On apporte de la modernité dans la gestion effectivement des identités pour que le client puisse être servi le plus vite, soit connecté, soit reconnu immédiatement dans l'instantanéité, que sa commande soit passée la plus vite possible, qu'il ne réfléchisse le moins vite possible à quel mot de passe j'ai pris, je m'en souviens plus, copier-coller, et puis à partir du moment, s'il ne retrouve pas le mot de passe, ou s'il doit se recréer un mot de passe, etc., il sort du parcours client en fait. Donc on évite tout ça, et on apporte de la sécurité, puisque une mauvaise gestion des mots de passe, c'est aujourd'hui une faille très importante pour les hackers en fait, pour pénétrer effectivement dans les comptes des clients et ensuite se servir, si vous voulez, de l'email mot de passe qu'il a réussi à hacker pour ouvrir d'autres comptes. Bref. Finalement, la situation actuelle, elle va renforcer la proposition de valeur initiale ou alors elle est, comment tu vois les choses? Oui, elle renforce complètement la proposition de valeur initiale parce qu'aujourd'hui, les entreprises avaient déjà compris les enjeux, si tu veux, d'une bonne gestion des identités de manière omnicanale, globale, à tous les services et à toutes les marques et à tous les canaux. Quand je dis canaux, c'est points de contact, mobile, desktop, IoT, téléphone, chatbot, etc. Et physique aussi, mais là, le physique, on n'en parle plus. Et puis, deuxièmement, il y a la notion de privacy, comme tu disais tout à l'heure. Il est toujours essentiel de respecter la privacy des utilisateurs et des consommateurs, d'obtenir leur consentement pour collecter leurs données, puisque là, mine de rien, on est 100% digital, plus que jamais, et le digital est boosté à fond. Et tu as des entreprises qui n'étaient pas complètement prêtes et qui, du coup, se sont vues accélérer quelque part
un petit peu leur transformation digitale par obligation, en fait, parce qu'elles n'ont pas le choix et que cette crise les oblige effectivement à se transformer encore plus rapidement. Donc, c'est vrai notre business mais et notre proposition reste quand même essentielle et je ne peux pas dire qu'elle est accélérée, mais elle n'est pas mise en danger en tout cas. Oui, et est-ce que finalement les sujets qu'on entend autour justement de l'utilisation de la donnée par des plateformes émergentes comme Zoom, à qui on l'entend souvent dire n'est pas d'une fiabilité à toute épreuve concernant justement les données, la gestion des données et ce qu'elle en fait, ça sert un peu ton discours en fait, est-ce que c'est ça aussi un accélérateur? Alors, oui, tout à fait. Alors, Zoom, c'est pas la pire des plateformes, hein, parce que Zoom, ils ont quand même une notion, quand on creuse un petit peu, ils ont quand même une approche du RGPD qui est pas mauvaise. Après, ça peut se discuter de ce qu'ils font de la donnée, mais à partir du moment où vous en avez donné votre consentement, effectivement, là, ils sont propriétaires, entre guillemets, de vos données. Non, enfin, il y a des plateformes qui sont pires que ça. Je crois que comment ça s'appelle cette plateforme House Party, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est catastrophique parce que on est revenu un petit peu à l'histoire de Facebook et du problème Cambridge Analytica où en fait c'est terrible parce qu'ils vous demandent énormément de données sans aucune raison valable. Hein. Il faut savoir que pour collecter une donnée, il faut avoir un consentement, mais il faut aussi expliquer pourquoi et quelle est l'issue en fait du traitement de la donnée qu'on va en faire. Hein. C'est extrêmement important. Là, tout est opaque. Ils vous demandent de partager votre carnet d'adresses, etc., alors que vous n'avez pas du tout l'obligation pour vous connecter à un service. Maintenant, eux, ils l'imposent de telle sorte à vous y connecter, etc. Et ils partagent tous vos contacts et on est dans quelque chose à la Cambridge Analytica où après il y a des masses d'entreprises dans l'écosystème qui naviguent autour de cette solution et qui ont accès aux API, qui ont accès à la donnée. La donnée n'est pas bien protégée non plus. On l'a vu, Google a complètement imposé aux employés de débrancher, à déconnecter de toute façon de tous les postes employés Zoom parce qu'il y a une faille de sécurité dans Zoom. Alors Zoom, une entreprise cotée en bourse qui existe depuis de nombreuses années, on peut se poser de sérieuses questions sur House Party. Moi, je me poserais de grosses questions. De toute façon, je ne l'utilise pas et je n'utiliserai pas ce type de solution. Après, Zoom est très discutable. Une question de sécurité. Mais alors, Jérémy, pour revenir plus proche de nous, finalement, tu dis que tes clients, ou du moins l'écosystème dans lequel nous naviguons, ont pris conscience, peut-être encore plus conscience de l'accès, de la gestion des identités et des accès clients, pour reprendre la terminologie exacte. Tu penses que c'est un élément structurant qui va rester en sortie de crise, qu'il y aura un avant, un après, même par rapport à cette question de la gestion des identités? Oui, complètement. C'est un accélérateur très fort. Quand on voit qu'effectivement, il y a des entreprises qui n'arrivent pas à maintenir la scalabilité nécessaire et qui sont obligés de faire appel à des ressources incroyables pour tenir avec des bouts de ficelle, si tu veux, des plateformes pour gérer les identités clients parce qu'il y a trop d'appels, il y a trop de connexions simultanées, si tu veux, sur le site, sur l'identification du client et qui perdent énormément de business. Évidemment que ça pose des questions assez sérieuses sur la nécessité, si tu veux, de se moderniser et de s'équiper d'une plateforme de gestion des identités. Non seulement de se moderniser d'un point de vue legacy, d'une part, c'est la première chose, mais de moderniser aussi tout le poste, si tu veux, tout le poste d'authentification client. Donc, c'est vraiment mettre plus de sécurité via des fonctionnalités d'authentification nouvelles comme le biométrique. Voilà, aujourd'hui, biométrique, c'est quand même quelque chose qui est rentré dans les mœurs. Mais alors, attends, dis-moi, ça veut dire que on a vu se créer sur les plateformes de Drive, tu les citais, des files d'attente virtuelles. Donc après avoir fait la queue pour entrer dans un supermarché, il faut le faire aussi virtuellement avant de se connecter sur la plateforme. La raison, c'est un problème d'identification à l'entrée. C'est une des raisons. C'est une des raisons, pas que, parce qu'après il y a la capacité des plateformes d'un point de vue infrastructure, si tu veux, à tenir choc en fait. Le trafic sur un site, ça peut te faire tomber la plateforme. Mais l'authentification est un point dur parce que ça reste son point d'entrée, c'est le moment où tu ouvres la porte. Et si tu as trop
t'as trop de monde devant la porte, t'as un bottleneck et t'exploses la porte. Et donc nous, ça c'est ce qu'on va gérer. Et aujourd'hui, on va aussi gérer, si tu veux, cette partie-là, donc maîtriser la capacité d'entrée du magasin, donc de manière, donc, si tu veux, de manière complètement scalable. Et derrière, on va aussi maîtriser les points d'entrée. C'est-à-dire, on va créer plusieurs points d'entrée, etc. Après, ce qui se passe à l'intérieur du magasin, c'est plus de notre ressort, c'est plus notre infrastructure. Ouais, bien sûr. Nous, on est là, les entrées et les sorties, et s'assurer que le client qu'on va observer dans le magasin, à qui on va demander de la donner, il a bien laissé son consentement, et que derrière, on a bien l'autorisation derrière de l'utiliser, etc. Donc ça, tout ça, c'est ce qu'on va gérer. Et le point de vue privacy, évidemment, il continue d'émerger sans cesse. Hein, on le voit sans arrêt. La privacy, la sécurité de l'identité client sont des points extrêmement durs et qui servent, si tu veux, notre discours qu'on tient depuis quelques années et notre vision, surtout plus que notre discours, c'est notre vision, si tu veux, aujourd'hui de l'expérience client qui doit, être modernisée et deux, sécurisée. Bah écoute, en tout cas, Jérémy, merci beaucoup pour ce témoignage, cet échange, de nous avoir donné ton point de vue sur le secteur bien particulier de l'identité et puis de la gestion client, de l'identité en ligne. Merci encore. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers dans cette période de confinement. Et puis, bien sûr, merci à Comexposium, organisateur de l'événement One-to-One Retail Commerce de Monaco, d'avoir permis à mes invités, et aujourd'hui à Jérémy Dalloy, de prendre la parole et partager leur témoignage avec nous. Enfin, si vous voulez me laisser un message, m'envoyer un commentaire, vous pouvez le faire sur le site lesdigitaldoers.com. Merci et à bientôt.